Je reçois Jean-Oscar Ngala Mouloumé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Ngala Mouloumé, vous êtes le président national de la Convention des institutions démocratiques et sociales, CIDES. Effectivement. Vous avez été candidat président de la République en 2006, mais un candidat stoppé, c'est pas par le paiement de la caution. C'était 50 000, non? 50 000 $, oui. On annonçait que Ngala Mouloumé, qui venait des États-Unis, était le candidat des Américains, le pion des Américains. Mais comment un candidat pion des Américains était-il incapable, en fait, n'a pas eu la possibilité de réunir 50 000 $ comme caution exigée par la CEI à l'époque? Non, la CEI à l'époque. Une raison de plus pour vous dire que j'avais l'information, parce qu'on ne peut pas faire la politique d'une manière hasardeuse. L'information que j'avais m'a été, disons, filée par des gens qui m'ont fait comprendre que c'est Joseph Kabila qui va rester en place. Et même lorsque je disais aux membres de mon parti que ce sera à ces Kabila qu'il faut voter, ils me disaient non, nous devons voter Mbemba Mwanambogo. Je leur disais Mbemba ne sera pas présent. Ce que j'avais dit, c'est avéré juste. Vous n'étiez pas prophète, mais vous avez suivi les orientations de ceux qui vous portent ou qui vous portaient. Non, j'avais l'information tout court. Kabila est passé en 2006 et puis 2011. Vous revenez au pays. Avez-vous encore des ambitions? Oh, non, écoutez, parce que savez-vous que pour contribuer au bon développement du pays, il ne faut pas nécessairement être président de la République. C'est une question de volonté, de mieux faire là où on peut se trouver lorsqu'on a une petite parcelle de pouvoir. Question de mieux faire pour que le pays aille de l'avant. Vous revenez au pays au moment où la situation est telle qu'elle est. Guerre avec autant de groupes armés. Le Rwanda aussi a occupé Bunagana, c'est ça l'actualité. Le chef de la diplomatie américaine attendu dans quelques heures à Kinshasa, il vient de Pretoria. Il a choisi l'Afrique du Sud et le Congo. Je crois que ce n'est pas anodin. Et puis il sera dans le petit Rwanda. Et puis la situation économique, vous-même vous êtes économiste, la situation sociale, les soucis des Congolais semblent passer pour le cadet des soucis des dirigeants. Et puis voilà, il y a autant de défis. Vous voulez qu'on commence par où d'abord? L'économie ou la sécurité? Avant toute chose, je tiens à exprimer l'émotion de la peine que je ressens quant à la situation que traverse notre pays. 62 années après l'indépendance est une durée suffisamment longue devant permettre une réflexion profonde pour qu'apparaissent ces tendances nouvelles. De ce fait, quelques questions majeures s'imposent. Elles consisteraient à savoir comment peut-on rendre la confiance et l'espoir au peuple congolais? Comment peut-on sortir le pays du gouffre de la crise économique, politique, sociale, culturelle, voire même spirituelle, qu'il traverse pendant cette période de l'histoire menacée? À toutes ces questions, au seul président de la République, de concert avec les membres de son gouvernement, sont dans l'obligation de trouver la réponse à toutes ces questions qui se posent. Et savez-vous que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui d'ailleurs a été ratifiée par notre pays, stipule en son article 25, paragraphe 1, que tout être humain a droit à la vie, c'est-à-dire qu'il a droit pour son bien-être et celui de sa famille.
C'est-à-dire, il a droit à un travail, non seulement travailler à un salaire décent. Par salaire décent, j'entends que toute personne qui travaille puisse, grâce à son salaire, être en mesure de payer les loyers, manger du 1er au 30, assumer le transport, les soins médicaux, l'éducation de ses enfants est épargnée. Il peut payer les impôts, et les impôts qui vont permettre l'État de construire des routes, des hôpitaux. On y arrivera, on y arrivera. Considérant la dégradation de la situation économique et sociale que traverse notre pays, les Congolais ne sont-ils pas en droit de se poser la question s'ils vivent sur la même planète que d'autres nations? Mes compatriotes ne sont pas en droit de se poser la question de savoir s'ils utilisent la même eau, la même électricité, le même transport par rapport à ceux-là qui du matin au soir parlent à leur nom. Voilà les questions auxquelles il faut trouver des réponses précises. Vous abordez là le volet économique et social, mais plus ce qui doit animer, le souci qui doit animer les institutions, notamment le gouvernement. La guerre dans l'Est. Comment y mettre fin? Tout le monde vient ici nous faire les yeux doux, nous tenir un discours mielleux. Mais ça fait ça fera bientôt 3 décennies que ce pays ne fait que saigner. À cause d'un génocide, entre guillemets, planifié et exécuté au Rwanda. Et vous connaissez le rôle des multinationales et surtout anglo-saxonnes. Comment mettre fin à cette situation du Congo instable? C'est une question d'analyse profonde et surtout d'observation conséquente. Et si la question qui mérite d'être posée est celle de savoir qui est-ce qui fait que ces multinationales s'arrangent du côté du Rwanda au lieu de s'arranger du côté de la République démocratique du Congo qui détient les matières premières. Un exemple banal. Voyez-vous les pays dits développés, entre autres, voire même l'Amérique, tous ces pays ont des lobbies. Les lobbyistes sont au-dessus même des cabinets d'avocats simples. Les grandes sociétés, les multinationales, à travers le monde, ont leurs lobbies qui plaident leurs causes, même lorsqu'il y a des décisions à prendre au niveau de l'ONU, lorsque le problème est confié à disons, un cabinet de lobbyistes, vous verrez que ce problème-là trouvera la solution d'une manière un peu, parfois surprenante. Mais qui est-ce qui fait que le petit Rwanda comme tel puisse avoir lobby, Ouganda, l'Angola? Je me rappelle une période où M. Cohen était venu ici. C'était pendant l'administration de M. Kabila. Pour être reçu, il y a des gens qui ont été soufflés au président Kabila que c'était un homme du passé qui ne représente pas grand-chose. Mais lorsque M. Cohen a traversé au Congo-Brazzaville, il n'a pas mis 4 heures pour être reçu par, disons, Sassou Nguesso. Voyez-vous la compréhension de la chose par rapport à ce qui s'est passé ici chez nous. L'Amérique a tendu la main à la République démocratique du Congo. Mais quitte à la République de comprendre
et de s'organiser en conséquence, parce que l'Amérique ne laissera, même s'ils veulent bien faire sauter Kagame, ne laissera pas et l'Afrique centrale vide sans qu'il y ait un strong, disons, fort leadership. Vous comprenez? Quitte aux Congolais de comprendre et de jouer le jeu. Jouer le jeu ne veut pas dire aller s'agenouiller devant les Américains, mais c'est de comprendre leur manière de raisonner et puis s'organiser en ce sens pour arriver à une solution qui convient. Alors nous, l'Afrique centrale ou l'Afrique du Grand Lac, on doit rester éternellement à la merci de cette puissance qui utilise qui il veut, qui rend fort qui il veut et qui rend le leadership à qui il veut, selon son bon vouloir, et à feu et à sang, c'est question qu'on comprenne comment le partenaire réfléchit. N'est-ce pas? Je ne suis pas le défenseur des États-Unis d'Amérique, mais le fait d'avoir vécu avec eux, j'ai eu à comprendre leur manière de fonctionner. Ce que l'Amérique cherche au Congo, ce n'est pas d'imposer quelqu'un. Ce n'est pas question de venir mettre la main basse sur les matières premières. Les Américains ont l'habitude de combattre et les choses, les Arabes, là, on appelle comment, les djihadistes ou des trucs comme ça. Terrorisme, djihadisme et tout ça. Ils ont l'habitude de combattre ça de loin. En Chiluba, on dit Kubula. Parce qu'ils savent bien que notre pays détient des matières premières dangereuses. Ils ne peuvent pas laisser les Congos se sombrer, laisser donner l'occasion à ceux-là qui peuvent bien venir corrompre, transformer les Congolais en choses en terroristes. Vous comprenez? Mais ça se passe en Ituri. Les ADF sont là avec l'Ouganda. Vous voyez rien depuis les frappes, rien de positif. Et ils sont au courant, ils nous annoncent même que les ADF ont prévu de telles attaques, ainsi de suite. Comment ils sont incapables d'aider les Grands Lacs à se défaire de ces terrorismes qui n'étaient même pas ici? Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans une bonne volonté affichée qui nous sort pas du cœur? Non, mais écoutez, même la Bible dit qu'il faut « aidez-vous, le ciel vous aidera ». Vous auriez voulu qu'ils viennent organiser votre armée, votre service de sécurité pour combattre les ennemis. Mais ils sont allés par le Rwanda et ils connaissent le rôle que joue le Rwanda ici. La déstabilisation du Congo, les groupes armés. Les armes viennent d'où? La logistique vient d'où? Ils ont condamné au Rwanda. Condamner ne suffit pas. Alors qu'est-ce que vous auriez voulu qu'ils fassent? Aidez-vous, le ciel vous aidera. Alors, si on veut basculer ailleurs, ça devient un problème. Mais vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de le faire. Mais qui vous interdit de le faire? Personne ne vous interdit. Oui, mais vous dites qu'ils ne veulent pas que le Congo soit contrôlé par d'autres puissances. Mais des puissances terroristes. Je crois m'être bien expliqué là-dessus. Il ne faut pas laisser le Congo entre les mains des irresponsables qui n'ont pas le contrôle sur les matières premières dangereuses. Et c'est ça la première préoccupation des États-Unis au niveau de l'Afrique, spécialement ici au Congo. D'où vient le terrorisme? Quand on regarde ce qui s'est passé en Libye, en principe, le président Obama, le président Nagui de Bosca, comment on l'appelle encore, Nicolas Sarkozy, il devait être à la CPI, à La Haye. Regardez comment on a massacré Kadhafi. Toutes les armes sont entre les mains des délinquants. Alors finalement, qui est terroriste et qui ne le serait pas?
La question est mal posée. Je suis très mal placé pour vous répondre à cette Nous question. réfléchissons, Jean-Oscar Malamoulou, à haute voix. Oui. Vous êtes en train de m'entraîner dans une direction à travers laquelle je n'aurai pas de solutions à donner. Alors, nous revenons aux lobbyistes. Nous devons aussi avoir des lobbyistes à Washington, à Londres, pour pouvoir défendre notre cause. C'est cela. Cela, c'est parce que même les soi-disant pays plus puissants ont des lobbies. Même les grandes entreprises comme General Motors, ils ont des lobbies. Qui influencent les choses au Capitole. Bien sûr. Non seulement au Capitole, à travers le monde. Là où il y a l'intérêt, par exemple, de la République démocratique du Congo, c'est une question de signaler, dire, bon, il y a tel dossier, et puis il s'en occupe. C'est ce qui manque à notre diplomatie? Je n'ai rien dit. Je ne fais que flirter le problème. Je n'ai rien dit là-dessus. Nous revenons à la situation économique et sociale. Vous êtes économiste. Qu'est-ce que vous proposez comme recette? Il y a moins d'argent au trésor. Que faire? Les Congolais réclament leurs droits. Droit à la vie, vous avez décrit le tableau, le minimum qu'on doit avoir, mais on ne l'a pas. Pour rétablir les équilibres économiquement rompus, à la place de nombreuses déclarations et effets d'annonce, notre pays a besoin de deux capitaux. Autrement dit, depuis le début du siècle, les missions de l'État moderne, c'est-à-dire un État de droit, se sont de plus en plus diversifiées tout en entraînant ces objectifs vers la croissance économique qu'il faut atteindre. La croissance économique est dans une large mesure fonction de l'investissement, mais la composante la plus appréciée de l'investissement, c'est le capital. Congo, pour développer notre pays, nous avons besoin de deux capitaux, c'est-à-dire le capital humain et le capital financier. Du point de vue du capital humain, vous ne serez pas surpris avec moi lorsque je vous ferai remarquer de savoir s'il était nécessairement nécessaire d'attendre que les jeunes gens qui traînent dans la rue puissent commettre des choses, des bêtises pour être arrêtés et formés et devenir les hommes responsables dans la société. Moi, je crois que lorsqu'on a été malade, il faut lui administrer un traitement approprié à la place des calmants. À quoi bon d'attendre que l'individu soit arrêté pour qu'il soit formé? Pourquoi pas s'organiser bien avant qu'il ne soit arrêté pour mettre en place des structures qui peuvent bien non seulement former la main-d'œuvre et surtout la spécialiser. Nous sommes estimés à plus de 100 millions. Parce que là, je vous parle du point de vue capital humain. S'il arrivait que, parce que l'État, étant donné que l'État n'est pas en mesure de créer plus d'emplois, l'État a le devoir de faciliter la tâche à seul l'entrepreneuriat privé, seul capable de créer plus d'emplois et de donner des salaires décents aux travailleurs. Par salaire décent, j'entends que chaque Congolais qui travaille, quel que soit son rang social, puisse, grâce à son salaire, être en mesure de payer les loyers, manger du 1er au 30, assumer le transport, les soins médicaux, l'éducation de ses enfants et épargner. Et les voyages, donc les vacances, les voyages, les congés. Vous voyez, cette personne qui, grâce à son salaire, remplit ces 6 conditions, sera dans l'obligation de payer l'impôt à l'État. La première source du revenu de l'État vient de taxes et d'impôts. En lingala, on dit leisa mpunda, punda leisa yo. Salisa munu, munu salisa nge, unisaidie, nikusaidie,
Ngambuluisha, Kwambuluisha, help me to help you, aidez-moi à vous aider. L'État congolais a un capital humain qui est négligé. Admettons qu'on facilitait une tâche à l'entrepreneuriat privé, et si cet entrepreneuriat privé a embauché ne fût-ce que 50 millions de Congolais, moyennant $500 de SMIC par mois. Je sais bien que dans ce pays, il y a des gens qui jouent $120 000, 130, 80, 25 000, mais mon calcul est basé sur $500, sur lequel l'État va prélever $50 d'impôts. Prenons $50, multiplions par 50 millions de Congolais qui travaillent chaque mois. L'État aura dans sa caisse 2,5 milliards d'impôts seulement sur la masse salariale. Et le mois? Le mois. Prenons 2,5 milliards multipliés par 12 mois, l'État aura 30 milliards d'impôts seulement sur la masse salariale. Et lorsqu'on y ajoute la DGRAD, la DGI, et la douane, DGM et d'autres services d'impôts connexes, le budget de ce pays, je l'ai souvent estimé, entre 60 et 70 milliards. Voyez-vous que l'impôt 60 et 70 milliards, pas de francs congolais, mais des dollars. Des dollars. D'accord. Mais voyez-vous que l'État qui a plus d'argent dans la caisse grâce à l'impôt peut réaliser les grands travaux en construisant des routes, des ponts, peut déjà commencer par asphalter nos rues, ce qui fera que l'embouteillage qui est sur les grandes avenues sera au moins diminué. Et grâce aux routes secondaires. Voilà. C'est que l'État qui a plus de moyens peut non seulement construire des écoles, des routes, des ponts, des hôpitaux, voire même des prisons. Très bien dit. Comment peut-on arriver, l'État peut-il arriver? Je n'ai pas terminé. Ah oui, voilà. L'État qui a plus de moyens peut réorganiser et équiper les services de renseignement, la police, l'armée, la fonction publique et payera décemment les fonctionnaires et les agents de l'État. Parce qu'il a les moyens de sa politique. Il payera même la bourse d'études aux enfants de l'école primaire parce qu'il a les moyens de sa politique. On dit « aidez-moi à vous aider ». Les Sampunda Leisayo. Donnez du travail aux Congolais. Ce sont des chômeurs, ils traînent dans la rue. Qu'est-ce qui avait fait la force de Mobutu à l'époque? Le pays payait la bourse des Congolais dans des pays étrangers, alors que maintenant nous devons attendre des petites bourses de quelques pays, le nombre est réduit. Qu'est-ce qui faisait la force à l'époque de Mobutu? Les matières premières étaient bien vendues. C'était ce qui faisait que le budget du pays était bien enveloppé, ce qui faisait que l'État congolais était en mesure de faire face à toutes ces dépenses. Mais là, l'Union minière du Haut-Katanga était le fleuron de l'économie congolaise. Aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires diversifiés, beaucoup de multinationales qui exploitent nos minerais. Comment on n'arrive pas à mobiliser autant pour pouvoir faire face à tout ça? C'est parce qu'il y a les détournements au ciel ouvert, il y a des gens qui détournent, et puis on les connaît, ils sont bien connus par tout le monde, et puis ils sont là, ils sont libres. Si je comprends bien, il y a absence d'une politique économique viable, rationnelle au pays. Pardon? Si je comprends bien, il y a absence d'une politique économique rationnelle au pays. Je ne suis pas de l'opposition, disons, qui émet de jugements sans nuance, sans se donner la moindre peine d'évaluer ce qui a été bien fait et ce qui reste à faire. Je l'ai souvent fait avec Mobutu, avec Kabila, et puis
Je le fais aussi avec Félix. Lorsqu'il y a des choses de positifs, je reconnais ça. Là où il n'y a pas de positifs, je ne suis pas le genre à insulter les autorités, disons, qui sont en charge de l'exercice étatique. Je sais qu'ils ont des difficultés. C'est une question d'être à l'écoute de ceux qui vous critiquent. Prendre ce qu'il y a de bon et puis jeter ce qu'il y a de mauvais. Nous revenons aux estimations faites en termes de capital humain et aux projections que vous veniez de faire. Plus de 100 millions d'habitants. Un marché formidable avec 9 voisins. Mais d'abord, on reste à l'interne. Comment l'État peut-il arriver à ce que vous avez dit, le paiement, $500 un Congolais moyen chez les privés, tout comme chez les publics. Comment y arriver? C'est là où on revient au capital financier. Parce que pour rétablir les équilibres économiquement rompus, l'État congolais a deux possibilités. Ou il autofinance la reconstruction du pays, ou il fait recours à la communauté financière internationale. Du point de vue de l'autofinancement, la réponse est certes non. Pourquoi? Parce que par l'autofinancement, moi j'entends le prélèvement d'une partie de nos avoirs personnels, c'est-à-dire l'épargne. Attention, avant d'épargner, il faut avoir produit et commercialisé. Lorsqu'on produit, on commercialise, on réalise le bénéfice dont on dépense une partie, et une partie on épargne pour faire face à les jours J sans faire recours à l'emprunt extérieur. Étant donné que le pays ne produit presque rien, ne vend presque rien, la seule possibilité consiste à mobiliser les capitaux frais sur le plan externe. Mais tout en renforçant les contrôles de l'affectation de ces capitaux vers le réaménagement des facteurs de la production, c'est-à-dire la création de nombreux emplois et des salaires décents pour la meilleure consommation. Qu'il s'agisse de l'accumulation primitive, décrite par Marx au XIXe siècle, ou le développement récent des sociétés multinationales, l'investisseur public ou privé a toujours besoin d'un cadre juridique capable de garantir la paix durable et les mécanismes économiques. Nous ne vivons pas seuls, nous sommes observés. Un investisseur, c'est quelqu'un de frileux. Tout ce qui se passe à l'interne est exposé pour l'externe. Pour qu'un investisseur amène son argent ici au Congo, il doit être rassuré qu'il y a la paix durable et que la justice est dite et qu'on ne peut pas, quelqu'un qui détourne l'argent de l'État, il est arrêté, on fait semblant de le mettre en prison, 2-3 mois il est dehors et il ne rembourse même pas cet argent. Et là, moi je me rappelle une fois où mon frère, disons Chani, avait dit que voilà une bonne manière de chasser les investisseurs. Lorsqu'on avait libéré des gens que j'aimerais bien taire les noms ici, d'une manière hasardeuse. Et vous avez arrêté quelqu'un parce qu'il a détourné le bien de l'État. Dans quelques jours, il est malade ou quelque chose comme ça. Ah oui. Et l'argent qui a été détourné. Et vous voulez que cet investisseur qui a l'envie de venir se faire de l'argent dans votre pays, lorsqu'il constate que la justice n'est pas au point et n'est pas rendue comme il le faut, et pour vous demander à cet investisseur de venir chez vous créer des emplois pour donner des salaires décents aux Congolais. Non. Vous comprenez? C'est du donnant-donnant. C'est
C'est une question d'implication ou de négation. En logique mathématique, on dit que P implique qui, ni P. Autrement dit, si Paul habitait Matete, donc il est voisin de mon frère parce que mon frère habite Matete. Et si Paul n'habite pas Matete, alors il n'est pas voisin de mon frère. Ou c'est jaune, ou c'est bleu, ou c'est clair, ou c'est noir. C'est l'un ou l'autre, vrai ou faux, mais pas les deux à la fois. Il faut savoir choisir la direction pour faire appel à l'investisseur parce que nous seuls, nous ne pouvons pas rétablir les équilibres économiquement rompus. Nous avons besoin des investisseurs externes pour que ces investisseurs viennent, ils nous observent, ils voient comment nous fonctionnons, et comment nous rendons justice et comment nous recevons. Vous pouvez beau parler, donner des beaux discours comme quoi vous... Mais l'investisseur, vous avez déjà vu quelqu'un qui a des milliards qui ne veut même pas dépenser 10 000 $. Ils sont frileux. C'est-à-dire nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il est question que nous nous mettions en cause, que nous réfléchissions pour trouver des solutions qui conviennent aux problèmes que nous sommes en train de traverser. Très bien dit. Ça appelle à la prise de conscience, à la réflexion, l'autocritique. Ouais. On a fini, mais vous revenez là, il y a une méga structure, union sacrée de la nation, il y a une opposition qui s'annonce plurielle, avec EFCC en tête, qui semble avaler la mouka, ensemble qui a un pied dedans, un pied dehors. Vous venez, apparemment on vous sent un peu réservé pour vous éloigner de diatribes contre le régime en place. Vous venez pour être avec qui? C'est triste de vous dire que lorsqu'on reste à la base d'une distinction claire ou insister sur un système observatoire, c'est triste de vous dire que la classe politique congolaise n'est pas inscrite dans le processus d'une rupture avec la mauvaise gouvernance. Elle est plutôt, sa lutte consiste à accéder aux mêmes avantages sociaux à la place et lieu de ceux qui sont en charge de l'exercice étatique, c'est-à-dire la politique de haute toit de là que je m'y mette, tout en étant dépourvu d'un projet de bonne gouvernance capable de favoriser la création de nombreux emplois et des salaires décents pour la meilleure consommation. Le problème est interne. Le problème, c'est déjà la soi-disant classe politique, la soi-disant opposition. Et cela date de 1960. On a vu nos pères d'indépendance qui y avait comme fonds de commerce et que les Belges partent, s'ils partaient, et puis avec l'administration interne en tant que nationaux, nous vivrions mieux que par rapport à vivre sous les colonies. Mais tout en cachant leur boutique qui consistait à voir les Belges partir pour occuper les maisons où habitaient les Belges, travailler dans les bureaux où travaillaient les Belges, rouler avec les mêmes véhicules que les Belges utilisaient, tout en oubliant que le bureau et la maison étaient repeints chaque année et que le véhicule était entretenu chaque mois sans attendre que le véhicule tombe en panne. Et que le jardin, la résidence soit habitée en Belge, il avait même des travailleurs qui payaient l'impôt grâce à leur salaire. Et nous avons vu même nos pères de l'indépendance
s'entrebouffait, chacun cherchait à tirer le drap de son côté. Mobutu, dans son coin, qui leur disait « ôtez-vous de là que je m'y mette ». Malheureusement, tout en étant aussi dépourvu d'un projet de bonne gouvernance. On l'a vu à l'œuvre, malgré toute sa bonne volonté qu'il avait, mais il n'a pas réalisé qu'aux questions actuelles, que nous devons y apporter des solutions proprement économiques, pénétrées d'intelligence et de raison. Le problème qu'a le Congo est avant tout économique. Ce n'est pas le problème d'éthique de l'homme avec son Entre éthique. autres, je viens de vous le démontrer. Parce que vous savez, la politique, c'est quoi? C'est la démocratie. On vous parle de la démocratie à tort, à raison. Par démocratie, moi, j'entends le respect des lois de la République. Le respect des lois de la République. Et les lois de la République sont plus ou moins respectées dans une société où il y a la quantité suffisante de biens et de services par rapport aux besoins de la population. La question qui me passe par la tête aujourd'hui, et c'est tout à l'heure est simple. Quelle différence y a-t-il entre le vide et le néant? C'est-à-dire la différence qu'il y a aujourd'hui entre le père égal servir, se servir, non, et le peuple d'abord. Où est la différence? Vous savez que le peuple qui a faim mange. Vous dites que le impère égale servir, le peuple dit ce non c'est servir, ça c'est le vide, et aujourd'hui on a le néant. Je vous ai déjà dit ce que je vous ai dit à vous maintenant de choses. Moi je reviens sur ça pour que le peuple, ceux qui nous suivent comprennent ce que vous voulez dire. Voilà. C'est que le peuple souhaite le changement, c'est-à-dire le problème de la population consiste à trouver des solutions qui rendent le peuple confiant. Merci. Qui leur donnent l'espoir. Jean-Oscar Malamouloumé, je vous remercie d'être venu et de votre franc-parler. Bon, les politiques parlent comme ça. Dès que il est placé dans une parcelle de responsabilité, eh ben, c'est le contraste, c'est un autre homme. Peut-être un discours pré-campagne, une franchise. Bon, c'est au peuple de juger. Entre-temps, notre situation n'est pas une fatalité. Il y a moyen de mieux faire et de nous en sortir. Je vous remercie. C'est pourquoi on propose, on ne fait jamais seulement que condamner, on émet des jugements. Avec des propositions. Avec des propositions. Vous êtes le président de la Convention des institutions démocratiques et sociales, CIDES, un parti apparemment qui revient après 2006. On ne l'a pas senti. Peut-être que maintenant, les cadres vont revenir pour reprendre l'opinion sur rue. Très bonne journée à vous et à tous ceux qui nous ont suivis depuis 8 heures de Kinshasa. Mais ne nous quittez pas. Après la Minute Info en 4 langues nationales, Jean-Marie Kassamba, à travers son édito, raconté Dessous des cartes.